Une chaleureuse bienvenue à Cameroun Feeling sur la CRTV. Merci de nous faire confiance. Je rappelle que l'émission est diffusée en direct sur CRTV et sur la page Facebook de CRTV. CRTV Web, on accueille à l'instant Serge Pout pour sa chronique littéraire des mercredis. Bienvenue Serge. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, il y a du roman à croquer dans la chronique littéraire de ce mercredi. Et vous avez décidé de nous conduire dans le tunnel bleu de Rod On Jr. qui est avec nous. Bienvenue sur le plateau Rod On Jr. Merci, bonjour. Mais avant, donc, on va proposer aux téléspectateurs la note de lecture de ce roman de 249 pages où le bien et le mal se mêlent dans la vie d'une famille. Le mal plus que le bien, Serge. Le tunnel bleu de Rod On Jr. est un récit non fictionnel, une narration trépidante et bouleversante qui part du réel mais ne se limite pas au réel. Un drame s'est produit sur plusieurs espaces internationaux relativement aux membres de la famille Govani, ce qui montre d'ailleurs l'écriture de circulation, l'écriture mouvante de cet auteur, ce que d'aucuns ont appelé la migritude, pour parler un peu de ce déplacement. Presque tout le monde a disparu dans ce que la presse américaine a qualifié de série noire. En toile de fond de cette macabre affaire qui enrichit l'usine à histoire, qui secoue le landerneau sécuritaire, le poids lourd de la métaphysique, du destin des démons. Ingrédient suffisant pour inspirer la curiosité de l'auteur, la rédaction du roman. Rod On Jr. l'explique d'ailleurs dans le texte liminaire, tout comme il fait un complément d'information de son investigation en toute fin d'ouvrage. Mais le corps du texte, sorti de son cortex, se consacre à raconter la vie en rose des Govani, ainsi que la vie morose, voire une quasi-extinction de cette famille-là. Il y a donc le beau tableau qui prend forme dès le premier chapitre. Et Rebecca, qui est hôtesse de l'air, et Govani se rencontrent dans l'avion et ne se quittent plus. Ils convolent en juste noces à Vérone, en Italie. Ils décident de se rendre à Paris pour couler des jours heureux. Mais des premières ombres vont apparaître sur ce tableau. C'est l'impossibilité pour Rebecca, par exemple, de faire des enfants. Un médecin de grande renommée le lui fait savoir. Seulement, voilà, en examinant les trompes de la dame, le médecin s'est bien trompé, puisqu'au retour à Vérone, en Italie, le couple aura du sourire, retrouvera du sourire. Il va faire 3 enfants. Espoir, hélas, tourné en cauchemar, car l'ange de la mort est passé par là. C'est d'abord Fabiola, la première fille, qui succombera à un cancer. C'est ensuite Armandie, l'enfant tant désiré, le fils aîné qui prendra la forme et le visage de l'horreur. Il ambitionne de faire l'anthropologie et l'occasion d'une grande visite d'études en Afrique du Sud, ainsi que dans des pays de la Corne d'Afrique, s'offre à lui comme une belle opportunité, sauf que là-bas, il sera mordu par un animal, un lycaon, qui va lui transmettre un esprit maléfique. De victime, Armandie va passer à bourreau de ses compagnons de voyage et des camarades du campus. Bourreau parce que sujet à une transmutation. Les parents seront également arrachés à la vie. Seule restera Raïssa, une fille qui va vivre recluse dans un couvent. En se faufilant entre les mots des 10 chapitres de cet ouvrage, le lecteur découvre l'étrange destin de cette famille qui mieux est la fragilité de l'existence. Les Govani avaient la conviction que nommer leur fils écrirait un avenir. Ils découvrent la main lourde du destin. Rod On Jr. il produit par là un roman bien troussé, de mots simples, des mots qui disent la vie, mais des mots qui disent la mort. Voilà donc la note de lecture du roman Le Tunnel bleu de Rod On Jr. qui est avec nous sur le plateau. Une fois de plus, bienvenue. Alors, il se dit que c'était un mélodrame saisissant, étoffé de lourdes leçons de vie que vous avez décidé de matérialiser à travers ce roman. C'est un roman qui est inspiré d'une histoire vraie, dites-vous. Tout à fait. C'est inspiré d'une histoire vraie dans les années 80 en Italie. Et après, elle perdue. 6 ans plus tard, elle continue aux États-Unis un peu. Donc, c'est un roman d'investigation. Déjà, j'apprécie la note de lecture que M. Pout a fait, vraiment brillante. C'est un roman d'investigation.
au départ. Donc, je pars des investigations, puis après, je mêle un petit peu de fiction parce que je n'ai pas été en Afrique du Sud. Je n'ai pas vécu des drames de proches parce que si je l'avais vécu de proches, je sans doute les arrêter. Donc, à cela, je mêle plein de fiction. Et puis après, je suis aussi aidé par les documents non classés du Federal Bureau of Investigation, le FBI, qui m'a permis donc d'avoir suffisamment d'autres informations à ce sujet. Parce que l'intéressant en lui-même est décidé dans un suicide, la présomption d'une innocence continue à planer. Donc, je ne pouvais pas avoir plus d'informations que cela. Donc, c'est un peu un mélange d'investigation. Voilà, c'est un style littéraire quand même assez complexe. Hein. Oui, c'est un mélange de gens, puisqu'il faut dire que Rod Hone Jr. est aussi cinéaste, donc il est réalisateur. Là, il y a ce qu'on appelle une intermédialité, plusieurs intertextualités aussi, plusieurs styles qui se rejoignent. Mais moi, j'aimerais vous titiller un peu, puisque c'est un Africain qui lit, et quand il dit là, on se rend compte que le mal est venu d'Afrique, le bien est en Europe, en Occident. C'est-à-dire que voilà cet Italien, fils de croisement entre Français et Italien, qui arrive en Afrique, il va être mordu et il va être le démon chez eux. Pourquoi peindre l'Afrique de cette manière-là? Pas forcément peindre dans le sens du mal, un peu. Je pense que l'Afrique est le berceau de plein de choses. Le bien, le mal, tout ça. Mais sauf que là, on a l'impression que c'est le point de départ de la malédiction. Voilà. Oui, un petit peu, mais aussi, si on recule un peu, on trouve que les visites dans les autres villes africaines où ils ont été, c'est-à-dire le Caire ou Addis Abeba ou Nairobi, on ne parle pas du mal, on parle plutôt de jouissance, on parle de paix, malgré le peu de richesse que ces pays ont comparativement où il vient c'est-à-dire en Italie, il y a la joie et en fait il décrit même ça dans ses lettres, il dit je suis réellement surpris, je suis frappé par la joie, la vie qu'il y a ici là. Bon, l'Afrique du Sud c'est une chute, c'est une chute, c'est une ignorance, c'est un interdit qui frappe. Vous direz que dans la construction de la fiction africaine par les autres, Ebola, c'est l'Afrique, Sida, c'est l'Afrique, et voilà un roman qui nous présente des citoyens du monde, mais ils viennent choper le mal, qui fera mal ailleurs, en Afrique. Vous auriez pu quand même mettre un peu de, on va dire quoi, de gants. Une fois de plus, vu que je parle d'une histoire vraie, je ne peux pas la masquer le plus que possible, je ne peux pas la déformer plus que plus. En fait, l'une des raisons pour lesquelles le procureur de la République de Baltimore m'a permis de publier les lettres qu'il a dedans, c'était qu'il fallait que je reste avec la vérité, que je ne me loin pas. Davantage. Absolument, parce que sinon là, je commençais à faire une investigation qui paraissait fausse. À la fin, il faudra, je relate exactement ce qui m'a été dit et comme ça a été fait. Maintenant, bien, il y a un gros point d'interrogation là-dessus. Pourquoi l'Afrique, où ça vient le mal? Pourquoi c'est en Afrique du Sud que ça vient le mal là-dessus? Là, on pourra ouvrir un débat qui durera très longtemps. En tout cas, la dédicace est là pour ça. Moi, je voudrais aussi être intéressé par le fait du choix de ces personnages de plusieurs pays. C'est un positionnement pour vous comme auteur international. Vous avez une Française, Rebecca, un Italien, donc Govani, et les personnages du monde entier. C'est les États-Unis, c'est autres. Pourquoi ce choix-là, au lieu de faire purement africain? Ah bah, c'est pas un choix, une fois de plus. Vu que je reste sur une histoire vraie. Utiliser ça. Vous auriez pu ne pas... C'est vrai un peu parce que c'est pas mon premier roman, monsieur. Ça, c'est le troisième. Donc, je pense qu'on écrit pour tout le monde. C'est l'universalité des thèmes, un peu. Et aussi l'universalité de culture et des hommes. Il faut pas uniquement quand on est en roman, se colle uniquement peut-être en français, soit blanche. Il faudra là-dedans que les personnages, ça se voyage un peu partout, ça va à gauche et ça va à droite. C'est des mélanges de couleurs et de cultures. Vous êtes un auteur du monde, c'est ça? Je dirais un peu ça. Un peu ça. Maintenant, le FESPACO est en train de se tenir à Ouagadougou. Quand on lit votre biographie, on constate que vous êtes en train de travailler pour produire un 4e long métrage. Vous êtes dans le cinéma aussi, mais vous n'êtes pas au FESPACO. Alors vous choisissez de vous produire aux États-Unis, pas là où les fils d'Afrique se retrouvent. Vous voyez que j'insiste trop sur ça. Je vois, mais j'étais au FESPACO il y a 2 ans. Bon, concours de circonstances, il a fallu que l'éditeur camerounais puisse programmer mon livre pendant la même période que le FESPACO. Mais cependant, quand même, j'ai un agent qui est parce que mon 4e film a une connotation où je tournerai en partie en Afrique pour la première fois, parce que les 3 autres, je n'ai pas tourné en Afrique. Bon, pour une première fois, je tournerai à Kribi et à Addis Abeba, un peu. Donc, je
passe aussi ce moment-là pour faire à la fois une sorte de pré-production, je fais des repérages, je serai à Kribi pour voir assez bien, donc je profite de cela pour faire un combo de deux, à la fois de littérature, à la fois la preuve. Alors, le tunnel bleu, est-ce qu'on en ressort? Oui. Vivant? On en ressort. Le bleu, c'est l'espoir. Le bleu, c'est l'espoir. Donc, le tunnel reste... Nous tous, on vit dans un tunnel. Mais on en ressort parce qu'avec le bleu, on garde espoir qu'on en ressort. Quand on lève les yeux vers le ciel, il est bleu. Malgré le fait qu'il y a ce côté macabre, ce côté funeste que vous avez décrit, mais le tunnel bleu n'est pas uniquement que ça. C'est aussi l'amour, c'est aussi la justice, c'est aussi les destinées un peu, c'est aussi cette main invisible qu'on ne peut pas contrôler. C'est aussi le moi qui se cache en soi. Donc, on en ressort aussi. Donc, chez vous, on comprend que le spirituel a un sens assez important. Quand on voit la venue des enfants en Italie, c'est par la prière. Quand on voit la mort d'Armandie, c'est la possession démoniaque, carrément. Alors, c'est une façon indirecte de dire que, attention, nous ne sommes pas que des êtres de chair. Un peu, mais je pense qu'il y a là une main invisible que nul ne contrôle. Donc, cette main invisible qui est sans doute la main de Dieu, disons, pour ceux qui sont catholiques ou ceux qui sont chrétiens. Voilà. Donc, il y a une main qui contrôle un peu notre vie et qui donne un sens un peu à notre vie. Et cette main-là, ça peut prendre n'importe quelle image, quel nom, mais quand même, c'est une main qu'on ne contrôle pas. Voilà, alors, on va sortir de cet entretien. La dédicace, c'est demain? Oui. Demain à l'Institut français de Yaoundé, à 15h. Voilà, et il faut poser que l'ouvrage est édité par Ifriqiya. Merci, cher monsieur, d'être passé sur le plateau. Rendez-vous demain, donc, à partir de quelle heure? À 15h. À 15h, à l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé, pour la dédicace de ce roman. On va vous accompagner justement avec un autre roman de 145 pages, Amour et préjugés, de Djamidi Bond. Aline Florence Nguini a lu pour nous cet ouvrage et nous en livre la quintessence. À tout de suite.